Ich sage es Ihnen, wie es ist, diese Sendung fällt mir schwer. Bei den Vorbereitungen wurde mir mehrfach speiübel und deshalb möchte ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute über Gewalt an Frauen, über Femizide und darüber, was der Missbrauchsfall Pelicot in Frankreich über das Verhältnis der Geschlechter aussagt. Mein heutiger Gast, die Philosophin Manon Garcia, hat den Gerichtsprozess von Gisèle Pelicot begleitet und danach ein Buch darüber geschrieben mit der Frage, ob man noch mit Männern leben könne. Herzlich willkommen, Manon Garcia. Sie haben sich in diesem Buch gefragt, kann man noch mit Männern leben? Und zwar, nachdem Sie den Prozess um Dominique Pelicot, der seine Frau über 10 Jahre lang vergewaltigt hat, besucht haben. Sie leben selbst mit einem Mann, mit Ihrer Familie zusammen. Die Antwort ist also ja. Oui, au fond, je pense qu'il y a deux questions. Il y a une première question qui est peut-on vivre avec les hommes? Et en fait, c'est forcément oui. Mais ce que je veux dire, c'est quelque chose comme qu'est-ce que ça nous coûte de vivre avec les hommes? Qu'est-ce que ça implique? Et c'est pour ça que je n'ai pas appelé mon livre Peut-on vivre avec les hommes? Mais vivre avec les hommes. Parce qu'au fond, ce que je voulais montrer, c'était d'abord de dire ce qu'il s'est passé dans ce procès, c'est aussi ce que ça veut dire pour les femmes que de vivre avec les hommes. Et ensuite, je l'ai aussi évidemment fait d'une manière un peu provocatrice. C'est-à-dire que un des objectifs pour moi de ce livre, c'est de dire aux hommes, vous ne vous êtes pas sentis concernés par ce procès. Et nous, les femmes, on s'est sentis vraiment concernées. Darauf kommen wir zurück, ja. Et donc, j'ai choisi un titre de provocation pour dire, voilà, sentez-vous concernés maintenant, dites-nous quelque chose de ce qui s'est passé dans ce procès pour vous, de ce que ce procès veut dire pour vous, de comment on change ensemble la société pour que ces choses-là n'arrivent plus. Das ist ganz interessant, weil Sie sagen damit im Grunde genommen, viele Frauen haben sich irgendwie solidarisiert mit Gisèle Pelicot. Man hat vor dem Gericht auch Transparente gesehen, Je suis Gisèle und so weiter. Und von den Männern, sagen Sie, jetzt hat man kaum was gehört. Ich möchte bei diesem Aspekt noch kurz bleiben, der Gewalt und auch der Frage, wie mit Männern leben. Denn statistisch gesehen ist es ja so, dass für Frauen eigentlich in der eigenen Beziehung, im eigenen Haushalt die größte Gefahr lauert. Die meisten Frauen, wenn sie umgebracht werden, werden im häuslichen Kontext umgebracht. Und 85% aller Femizide, also Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts, geschehen durch Partner, Ex-Partner oder Familienangehörige. Oui, donc c'est sûr qu'il y a une espèce de fossé entre ce que vivent les femmes et ce que les hommes disent de ce qu'ils font aux femmes. Et qu'il y a un fossé entre cette idée de la famille comme lieu de l'amour, comme lieu du soin, comme lieu de la joie, et la réalité des violences faites aux femmes qui sont dans la sphère domestique, qui sont faites par des hommes que les femmes connaissent. Et donc, c'est sûr qu'il y a là une tension que ce procès a vraiment mis en lumière. Je me souviens, c'était intéressant pour moi quand j'ai parlé de mon projet de livre à mon père. Il m'a dit, mais vraiment, ça n'intéresse personne. Le procès Pelicot, c'est un fait divers horrible, il n'y a rien à en dire. Et en fait, pour moi, ce contraste entre le fait que pour toutes les femmes de mon entourage, c'était évident que ça les intéressait, qu'on était Gisèle. Alors évidemment, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez obscène en fait dans Nous sommes Gisèle, parce que c'est pas vrai. On n'a pas toutes vécu ce que Gisèle Pelicot a vécu. Il faut quand même voilà. Mais de dire il y a chez Gisèle quelque chose que nous reconnaissons. Il y a une continuité entre nos vies et la sienne que nous reconnaissons. Pourquoi la plupart des hommes ne reconnaissent pas une continuité entre ce qu'ils sont et ce qui est arrivé à Gisèle Pelicot? Das möchte ich gerne danach vertiefen. Ein Aspekt, der natürlich aufkommt, wenn man das so formuliert, mit Männern leben, ist die Allgemeinheit, dass man Männer unter Generalverdacht stellt. Aber das wollen Sie nicht. Oui, c'est-à-dire que, évidemment que tous les hommes ne violent pas des vieilles femmes endormies. Enfin, on espère, et puis on le sait, et c'est tant mieux. Mais ce que
veut justement interroger, c'est la continuité qu'il y a entre les hommes normaux du quotidien et ces hommes-là, les hommes normaux du quotidien et ces hommes qui ont violé Gisèle Pelicot. Les comportements normaux, stéréotypés, genrés, etc. Et la violence sexuelle, et les féminicides, et les violences faites aux femmes. Et aussi interroger, j'en parle dans le livre, j'ai eu un moment pendant le procès où je suis rentrée chez moi à Berlin et où j'ai pris un sirop contre la toux parce que je toussais pendant la nuit et tout. Et c'est un sirop américain, aux États-Unis ils ont ce truc et c'est toujours extrêmement dosé. Et donc, je me réveille et puis je vois qu'il est, je sais pas, 11h du matin, alors que j'avais des rendez-vous. Donc, je panique comme ça. Et puis, je vais voir mon mari et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait ? Enfin, pourquoi je ne suis pas réveillée ? Et il me dit, on a essayé de te réveiller avec les enfants, mais tu ne pouvais pas être réveillée. Donc, je me suis dit que tu avais besoin de dormir. Parce qu'il ne savait pas que j'avais pris du sirop et tout ça. Et donc, moi, c'était vraiment un moment très angoissant pour moi parce qu'il y a exactement cette même scène qui est arrivée à Gisèle Pelicot. Ses petits-enfants sont venus pour essayer de la réveiller, n'arrivaient pas à la réveiller, se sont dit elle avait besoin de sommeil, laissons-la dormir, alors qu'elle avait été droguée par son mari. Et donc j'ai dit à mon mari, d'une manière un peu d'humour noir à la française, en tout cas si tu veux me faire une Pelicot, c'est ça le sirop contre la toux. Mais il y avait quelque chose comme ça, au-delà de l'anecdote, sur ce que ça concerne de nos vies les plus intimes et de notre sentiment de sécurité le plus intime. Moi, pendant ce procès, j'ai arrêté de dormir. Et le seul endroit où j'arrivais à dormir, c'est quand je rentrais à Berlin et que je dormais à côté de mon mari. Alors qu'en fait, paradoxalement, c'est l'endroit où j'aurais dû le moins pouvoir dormir. Et c'est ça qui a vraiment terrorisé, je pense, autant d'entre nous, c'est de se dire... Même dans le seul endroit au monde où on se dit qu'on est en Sécurité, on n'est pas en Sécurité. Das ist das unglaublich Beunruhigende. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind Philosophin. Sie haben in Yale, Sie haben in Harvard und in Paris gelehrt. Aktuell lehren Sie an der Freien Universität in Berlin. Ihre Themen in der Philosophie sind politische Philosophie, sind feministische Philosophie, auch Moralphilosophie. Und Sie gingen eben an diesen Prozess zu Dominique Pelicot, weil er Sie interessierte. Sie wollten nur kurz bleiben, sind dann mehrere Wochen dort geblieben. Und jetzt vielleicht einfach zur Erinnerung, wir haben jetzt schon einige Dinge genannt. Dominique Pelicot hat seine Frau über 10 Jahre lang sediert und missbraucht, vergewaltigt und sie anderen Männern für genau das angeboten, und zwar das Ganze noch gefilmt. Was hat Sie so an diesem Ort gehalten? Weshalb sind Sie dort geblieben? Alors, en fait, peut-être qu'il faut replacer tout le contexte de ce livre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le procès a commencé. Moi, j'avais suivi cette histoire. Je la trouvais très intéressante et très vertigineuse. Et en fait, je me suis mise à penser que j'allais écrire dessus en raison d'émotions négatives, disons. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire les tribunes dans la presse et tout, et je les ai trouvées vraiment superficielles et pas assez en prise avec toute la complexité de ce que ce procès montrait. Donc je me suis dit, bon, je vais commencer à écrire parce que vraiment, ça ne va pas du tout. Vraiment un truc d'universitaire, au fond. So ein Gerechtigkeitsempfinden auch. Voilà, de se dire, non, mais moi, je travaille sur ces questions-là depuis longtemps. Il y a beaucoup plus à déployer, à ouvrir comme ça de ce qui se passe de ce procès. Et je me suis dit, effectivement, je vais y aller 2-3 jours. Je devais aller en France pour autre chose. Je vais y aller 2-3 jours pour voir. Et c'est vrai que je suis arrivée ce premier matin où il y avait notamment... Donc, je décris dans le livre ces femmes qui venaient tous les jours... Et ma première réaction, ça a été de me dire, pourquoi elles viennent tous les jours comme ça, depuis des mois Et 2 heures plus tard, je me suis dit, ah ouais, je suis comme elles, je ne vais jamais pouvoir repartir. Il se passe quelque chose ici de ce que nous sommes qui est trop important. Et au fond, je pense que quelque chose qui m'a fascinée dans ce procès et que je trouve très... instructif, c'est qu'en général, les histoires dont on entend parler
sont les histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité des violences sexuelles, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une femme qui rentre de boîte de nuit, qui est violée, tuée, découpée en morceaux, les choses qu'on voit dans les tabloïds, au fond. Et là, il y avait cet élément d'extraordinaire qui attire l'attention des gens et un côté un petit peu voyeur avec le nombre. Donc le nombre était extraordinaire et la configuration du mari qui fait venir des hommes chez lui, etc. Mais en même temps, ce qui se passait effectivement était de l'ordre, par contre, de vraiment l'ordinaire des violences sexuelles, le mari, la chambre, quelque chose de laid et de banal, au fond. Et je trouvais que c'était fascinant la façon dont le scandaleux et le normal s'articulaient de telle sorte qu'on arrivait à mettre en lumière ce que les féministes décrivent depuis des années, des dizaines d'années, de la Realität des violences sexuelles et qu'on n'arrive pas à imprimer, au fond. Aber das Spannende ist ja, und Sie haben es davor so ein bisschen skizziert, Sie hatten, das schreiben Sie in diesem Buch, während des Prozesses irgendwann das Gefühl, dass Sie eigentlich in einer dunklen Version dieser Welt leben würden. Man muss sich das vorstellen, Sie waren dort vor Gericht mit all diesen Angeklagten. Letztlich waren es dann 50 Männer vor Ort. Es waren insgesamt mehr Männer, die sich an Pellicot vergingen, aber 50 konnte man identifizieren. Männer, die kein Problem damit hatten, eine sedierte Frau, die schnarchend im Bett lag, zu vergewaltigen. So. Und Sie waren dort und Sie sind jemand, die viel über Zustimmung, auch über Freiheit geschrieben hat. Was hat das mit Ihrem Weltbild gemacht, auch mit dem Verständnis eines friedlichen Zusammenlebens, eines friedlichen Gesprächs zwischen den Geschlechtern? C'est vrai, disons que dans mon livre précédent, j'avais fini mon livre précédent sur une note d'optimisme. Et que cette note d'optimisme a vraiment été absolument complètement détruite par ce procès. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi du réel. Enfin, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est aussi de voir le monde judiciaire et comment le monde judiciaire porte aussi toutes ces représentations de la sexualité, du viol, qui permettent aux choses de continuer d'avoir lieu. Quelque chose, par exemple, un exemple très concret. Il y avait un des juges, donc pas le chef-juge, mais un sous-juge, disons, qui parlait très très peu, qui interrogeait très peu les accusés, sauf que je crois qu'il y a 3 ou 4 cas d'hommes qui ont eu des problèmes d'érection sur le moment. Was ja eigentlich sehr naheliegend ist, oder? Wenn man sich vorstellt, dass man da vor einer vor einer sedierten Person liegt. Wie kann man da eine Erektion bekommen? Oui, mais pardon, mais vous dites ça parce que vous êtes une femme. Et c'est ce qu'on comprend dans le procès, c'est-à-dire que lui, au fond, il interroge ces 4 hommes en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi vous n'aviez pas d'érection? C'est quand même étrange, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais à aucun moment, personne n'a interrogé les 46 ou 47 autres hommes sur « Pourquoi aviez-vous une érection ?» Et en fait, rien que ça, je trouve que c'est absolument fascinant parce que, voilà, vous comme moi, on a envie de poser cette question-là. Comment c'est même possible d'avoir une érection face à... et le problème, c'est pas qu'elle soit vieille, c'est qu'elle est dans le coma, qu'elle bave, qu'elle ronfle. Je veux dire, moi, j'ai vu ces vidéos. Il n'y a rien de sexy dans ces vidéos. C'est atroce de bout en bout. Donc, pourquoi même le monde judiciaire, par la voix de cet homme-là, qui est investi par son rôle d'être la voix de la société, peut... considérer que ça va de soi, que ça c'est excitant. Aber ich möchte trotzdem bei diesem persönlichen Aspekt noch bleiben, was das für Sie persönlich bedeutet hat. Sie haben gesagt, es hat quasi schon erschüttert, was Sie am Ende des Buches geschrieben haben. Aber trotzdem, Sie beschäftigen sich ja genau mit all diesen Themen. Was hat das nachhaltig für Sie bedeutet und mit Ihnen gemacht? Je ne sais pas, justement, en fait, ce qui s'est passé pour moi très concrètement, c'est que j'ai commencé à aller à ce procès et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas mener ma vie normale et écrire sur ce procès,
que c'était pas possible. J'allais chercher mes enfants à l'Akita, j'allais au Spielplatz et tout. Je peux pas être avec mes enfants sur un toboggan et penser au viol de masse de Gisèle Pelicot. Et donc, comme j'ai par ailleurs un goût pour ce mouvement littéraire en France qui s'appelle l'Oulipo, donc l'ouvreur de littérature potentielle, qui sont des écrivains qui se fixent des contraintes quand ils écrivent, donc Pérec, Queneau et tout ça, je me suis dit, moi je vais me fixer une contrainte philosophique qui est d'écrire dans le temps du procès. Donc je me suis dit, il faut que j'écris. Ça m'arrangeait bien, au fond, de ne pas rapporter le procès chez moi pendant des mois, mais je me suis dit, il faut que j'écrive le point final le lendemain du verdict. Donc c'était très très dense de faire ça, mais ça m'a permis, au fond, de capturer mon état d'esprit du moment du procès et maintenant de voir comme la vie est ainsi faite que les choses atroces de notre existence, on les aplatit, on les aplanit dans notre souvenir. Et pour moi, c'est un peu... Je vais faire un parallèle que les gens trouvent troublant, mais qui me plaît. Si vous voulez, quand vous accouchez d'un enfant, c'est tellement horrible, ça fait tellement mal que le lendemain, le surlendemain, vous vous dites « plus jamais ». Je n'aurai pas d'autres enfants, c'est vraiment horrible, j'ai cru que j'allais mourir et tout ça. Et en fait, votre cerveau est bien fait qu'un mois après, vous vous dites finalement, bon oui, j'ai eu mal, mais ça allait. Et comme ça, vous faites un deuxième enfant éventuellement, voire un troisième, je ne sais pas. Mais là, j'ai eu un truc comme ça sur les... Et je pense que, voilà, pour les violences sexuelles, ça marche pareil, et pour d'autres choses très choquantes de notre vie, qu'on ne peut pas vivre avec la mémoire d'à quel point c'est atroce tout le temps. Et donc, on amoindrit le souvenir. Et donc moi, maintenant, j'arrive à marcher dans la rue sans penser à Gisèle Pelicot tout le temps. J'arrive à voir des hommes au café sans me dire est-ce qu'ils droguent leur compagne la nuit. Ça va très bien. Mais voilà, ce que je trouve intéressant aussi, c'est la façon dont il faut oublier la réalité des violences sexuelles pour continuer à vivre quand on est une femme. Sinon, on ne peut pas continuer à vivre. Et on ne peut même pas rester chez soi, puisque si on connaît la Realität der Violenz sexuelle, on est aussi en danger chez soi. Ich habe mich das eben auch gefragt, weil ich mich gefragt habe, Sie schreiben das ja auch aus relativ persönlicher Perspektive. Also Betroffenheit ist übertrieben gesagt, aber auch aus einer Ich-Perspektive. Und da hat ja vielleicht die Philosophie dann auch geholfen, diese Nähe auszuhalten oder Distanz zu schaffen. Aber vielleicht, wenn wir das Feld ein bisschen aufmachen, dieser Fall reiht sich ja ein in insgesamte Fälle von Gewalt an Frauen. Wir erleben in der Schweiz gerade einen traurigen Rekord. Und zwar hat Anfang September gab es den 23. Femizid, also eben Mord an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Und 23 Femizide, das ist bereits jetzt mehr, als es im gesamten letzten Jahr 2024 gab. Und dazu kommen knapp 12.000 geschädigte Personen von häuslicher Gewalt. Da sprechen wir von Drohung bis Vergewaltigung, alles, bei denen 70% der Opfer Frauen sind. Wie interpretieren Sie diese Zahlen? C'est ça le patriarcat. Non mais je veux dire, c'est horrible, mais moi, en fait, face à ces chiffres, je ne suis pas du tout surprise. On sait, quand on travaille sur ces questions-là, à quel point les violences sexuelles sont omniprésentes. Un des exemples qui, pour moi, a été un très grand choc de ces dernières années, j'ai beaucoup lu sur les violences sexuelles faites aux enfants. En fonction des évaluations, on pense qu'entre 12 et 18% des enfants ont été victimes de violences sexuelles. Ça veut dire un enfant sur 5, un enfant sur 6, un enfant sur 7 dans une classe. Donc, ça veut dire que les violences sexuelles sont vraiment partout. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai que certains trouvent que mon titre est un peu méchant pour les hommes et tout. Mais j'ai envie de dire, sentez-vous concernés, en fait. Parce que, pour le coup, ce que montrent les chiffres, c'est que dans au moins 93 à 94% des violences sexuelles, c'est fait par les hommes. Et selon d'autres études, c'est 98%. Et les féminicides, c'est par les hommes. Et les violences domestiques, c'est par les hommes dans l'immense majorité des cas, etc. Alors bien sûr, il y a parfois des mères incestueuses, il y a parfois des femmes qui tapent leur mari, mais c'est
Vraiment. Die Zahlen sind viel, viel geringer, genau. Jetzt finde ich aber interessant, dass Sie sagen, ja, das ist das Patriarchat. Das klingt wie ein Naturgesetz. Was ist denn genau dieses Muster, dieses kulturelle Muster dahinter? Alors c'est intéressant que vous disiez, on dirait que c'est naturel, parce qu'au fond, même moi qui suis philosophe, féministe, qui travaille sur ces questions, j'ai des moments où je me dis, bon mais c'est la testostérone, c'est quoi le problème en fait j'ai un ami comme ça, un ami qui est professeur de droit pénal aux États-Unis, et je suis allée assister à son cours et j'étais très intéressée de voir qu'il disait bon ben voilà, on sait que les crimes sont surtout commis par des hommes entre 15 et 35 ans. Voilà, donc on sait que c'est parce que c'est le moment où il y a un pic de testostérone dans la vie des hommes. Et il présentait ça comme vraiment allant de soi, n'étant pas du tout une question. Et donc pendant son cours, on se connaît très bien, donc j'ai levé la main et j'ai dit mais alors dans ce cas-là, pourquoi on ne donne pas aux hommes des inhibiteurs de testostérone entre 15 et 35 ans? Parce que je veux dire, la pilule, c'est un inhibiteur d'oestrogène, les inhibiteurs de testostérone, ça marche comme la pilule, ça coûte très peu d'argent. Si il suffisait de donner des inhibiteurs de testostérone aux hommes pour qu'il n'y ait plus de violence dans la société, enfin, ce serait un calcul coût-bénéfice tout résolu. Enfin, ça coûte beaucoup moins cher de faire ça. Et j'ai vu qu'il s'est vraiment braqué. Et tous les gens à qui j'en parle, ils disent « Non, mais on ne va pas donner des... Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais ça montre bien que personne ne croit vraiment que ça vient de la testostérone. Puisque sinon, ce serait vraiment rationnel de dire, dans ce cas, si c'est juste un problème d'hormones, on diminue ces hormones et on n'a plus besoin de prison, on n'a plus besoin de tribunaux. Enfin, imaginez si nos vies ne tenaient qu'à ça. Parce que, et ça c'est quand même quelque chose auquel il faut penser, je suis toujours frappée quand on demande aux femmes qu'est-ce qui changerait dans votre quotidien s'il n'y avait plus d'hommes. Genau. Und was würde sich verändern? Was würden Sie tun? Solche Umfragen gibt es, genau. Et les femmes répondent toujours, non mais il n'y a rien que je ne ferais pas. Je sortirai courir la nuit, j'irai me promener dans la forêt quand je veux, j'irai en boîte de nuit, j'irai... Tout à coup, quand on se pose sérieusement cette question en tant que femme, on se rend compte que la seule chose qui nous empêche au quotidien, c'est la peur qu'on a de la violence des hommes. Et donc, si c'était si facile d'un coup de pilule anti-testostérone de faire en sorte que plus personne n'ait cette peur-là, on serait toutes tentées de le faire. Mais en fait, on ne pense pas que c'est ça. Parce que, et moi, je pense que ça n'est pas ça. Ou en tout cas, ça ne suffit pas à expliquer la violence des hommes. Ce qui explique la violence des hommes, c'est bien plutôt des représentations culturelles de ce qu'est la masculinité, de ce qu'est un homme vrai, de comment un homme doit se comporter, d'un modèle de puissance, de domination. C'est sûr que dans la violence sexuelle, il y a quelque chose de l'ordre de... par la force de mon pénis, je montre que je suis un dominant. C'est sûr qu'il y a quelque chose comme ça. Et on le voit d'ailleurs chez une partie de ces accusés qui sont les accusés les moins socialement favorisés. On comprend qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une pensée du type, au moins sur ce plan-là, je suis vraiment un chef, quoi. Ja. Ich glaube, also jetzt haben Sie aufgezählt, und das werden wir wahrscheinlich auch noch vertiefen. Das eine Argument sind die Hormone, das andere sind kulturelle Muster, die Männlichkeit prägen, wie Sie es gerade gesagt haben. Etwas, das da aber auch helfen kann in der Regel, ist die Zivilgesellschaft, die einschreitet, die meldet bei Beratungsstellen zum Beispiel, wenn sie etwas beobachten. Und das ist zum Beispiel bei Dominique Pellicot, war das eigentlich nicht der Fall. Die Aufklärung wurde erst dann möglich, als er im Supermarkt Frauen unter die Röcke gefilmt hat und der Aufseher das gesehen hat und die Frau bat, das anzuzeigen. Dann fand man auf Dominique Pellicots Computer mehrere hundert Videos von Vergewaltigungen. Man fand auch Fotos von seiner halbnackten Tochter Claria. Bitte? 20 000. C'est même pas une centaine de vidéos, c'est 20 000. Also, dann habe ich die Zahl falsch gesagt, tut mir leid. Genau, und Fotos seiner halbnackten Tochter, Caroline Darion, die jetzt auch dieses Buch hier geschrieben hat, Ich werde dich nie mehr Papa nennen. Jetzt, er hat 70 Männer gefunden in einem Umkreis von weniger als 50 Kilometer, die dazu bereit waren, diese sedierte Frau
zu vergewaltigen. Es ist unglaublich, diese schiere Menge an Männern, die dazu bereit waren. Was waren das für Männer? Ich glaube, das ist die zentrale Frage. C'est la question centrale et en fait, il n'y a pas de type d'homme. En fait, tout le monde a envie de dire... moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, les différents processus de distanciation. C'est-à-dire qu'en Allemagne, tout le monde m'a dit, bon, ça c'est un truc de français, ça n'arriverait pas ici. À Paris, les gens disaient, ah oui, c'est les mecs du Midi. Les intellos disaient, ah oui, mais ça c'est parce que c'est pas des intellos, ces mecs-là. Il y a toujours une façon de dire, ce sont eux, nous, on est vraiment, on mange pas de ce pain-là et tout ça. Alors qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment du procès, il y a eu cette cellule d'investigation de la télévision allemande qui a infiltré un groupe Telegram de 70 000 hommes qui s'échangeaient des recettes de soumission chimique et des photos de comment ils violaient leurs compagnes. Cet été, il y a eu un groupe Facebook en Italie qui a été trouvé, qui s'appelle Mia Moglie, donc mon épouse, de 32 000 hommes italiens qui échangeaient des photos sexuelles de leurs femmes et qui les commentaient, etc. Donc, c'est des Italiens, c'est des Allemands, c'est des Suisses, c'est des Belges, c'est des Américains. Il y a eu, voilà, au même moment que le procès, il y avait toute une histoire à Boston d'un taxi qui droguait des femmes pour les violer. Enfin, c'est partout, en fait. Et donc, on essaye tout le temps de se mettre à distance. Mais justement, ce qui est effrayant dans cette histoire des 70 hommes, c'est que on se dit un peu, en fait, dans n'importe quel endroit, on trouve en un claquement de doigts 70 hommes pour venir violer sa femme. Mais ce que je trouvais aussi intéressant dans ce que... Je vais très vite, mais dans ce que vous avez dit sur la façon dont Dominique Pellicot a été arrêté, c'est qu'au fond, personne, même il y a 2 hommes ou 3 hommes, je crois, qui sont allés chez les Pellicot et qui ont refusé de violer Gisèle, ils n'ont pas appelé la police. Mais le vigile de ce supermarché, qui a vu que Dominique Pellicot filmait sous les jupes des filles, lui a arrêté Dominique Pellicot. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que comme Dominique Pellicot filmait, on a le film de l'arrestation, un peu par hasard. Et en fait, ce qu'il lui dit, c'est qu'il lui dit que c'est vraiment un porc dégueulasse et tout ça. Mais donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est que, au fond, Dominique Pellicot, il a été arrêté pour quelque chose d'immensément moins grave que ce qu'il a fait, mais qui apparaît comme une forme de perversion, alors que peut-être que le viol n'apparaît pas comme une forme de perversion. Ja, genau. Und das war dann eigentlich der unglaubliche Zufall. Aber eben jetzt sagen Sie, es ist überall, es kommt überall vor. Sie nennen diese Zahlen, die unglaublich erschreckend sind. Und gleichzeitig gab es aber auch die anderen Männer. Der Aufseher, der das gemeldet hat, die anderen, die gegangen sind, dann aber nichts gemeldet haben. Wie Sie das skizzieren, klingt es trotzdem so, als wäre das einzige Gemeinsame, was diese Männer haben, also sie haben unterschiedliche Alter, unterschiedliche Berufe, kommen aus unterschiedlichen Schichten. Das einzige Gemeinsame ist ihr Geschlecht, die Männlichkeit. Aber das klingt doch unglaublich vereinfacht. Das kann doch nicht sein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si, c'est possible. C'est-à-dire que, de fait, ils n'ont aucun autre point commun que d'avoir violé Gisèle Pellicot et d'être des hommes. Et évidemment, c'est ça qui est vertigineux dans ce procès. Mais il y a une autre anecdote du procès que je trouve vraiment fascinante là-dessus, sur les hommes entre eux. Il y a un des accusés qui a raconté que le lendemain d'avoir violé Gisèle Pellicot, il a raconté l'histoire à ses copains. Et que ses copains lui ont dit « Mais mec, c'est chaud, c'est un viol ». Et donc il dit à la barre « Moi, j'avais pas compris que c'était un viol, c'est eux qui m'ont dit ». Et donc, moi, pendant le procès, je me dis « Ah, ben, au moins, lui, ses copains, ils ont pensé quelque chose ». Mais une deuxième lecture de cet événement, c'est de se dire « Imaginons le même scénario, mais il dit à ses amis « Hier, j'ai coupé le bras de quelqu'un à la hache ». Personne, ses copains, ils vont pas lui dire mec, c'est chaud, c'est interdit de faire ça, et continuer leur journée comme si de rien n'était, et rester amis, etc. Ce que ça montre, qu'au fond,
dans cette conversation-là, ce soit juste 5 minutes qu'ils disent à leurs copains « Vraiment, t'as violé une femme hier, c'est chaud », et qu'au fond, la conversation continue, que l'amitié continue, que la journée continue, que personne n'appelle la police, c'est aussi ce que ça dit de ce que les hommes savent de l'omniprésence de la violence sexuelle et la considèrent acceptable. Pas tous les hommes, bien sûr, pas tous les hommes, mais il y a quand même un phénomène où les hommes savent, et je veux dire même, moi je vois même chez mes amis, chez mon mari, etc., des hommes que j'estime profondément, ils savent tous que certains de leurs copains ont fait des trucs inacceptables, et surtout à l'adolescence, bon, ouais, il est un peu lourd. Tous les mécanismes linguistiques qu'on a pour amoindrir la violence des hommes, pour la rendre acceptable, pour dire que Boys will be boys, cette phrase, Boys will be boys. Man entschuldigt es sozusagen genau mit diesem Geschlecht. Ich meine, Sie erzählen Dinge und Sie versuchen ja damit auch diesem Anekdotischen eigentlich eine Regelmäßigkeit zu zeigen. Also, dass es eben nicht nur anekdotisch ist, sondern dass man daraus wirklich etwas schließen kann. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir auch darüber sprechen, dass man selbstverständlich darüber gesprochen hat beim Prozess, sowohl bei Dominique Pellicot als auch den Angeklagten, ob da paraphile Störungen vorliegen würden. Also unter Paraphilie oder paraphilen Störungen versteht man jetzt zum Beispiel Voyeurismus, Fetischismus, Pädophilie, Sadismus. Zu vergewaltigen gehört nicht dazu. Das ist keine Störung. Gegen welche Norm, gegen welche Norm verstößt das denn? Oui, alors c'est ça qui est intéressant. Après, pour moi, en tant que philosophe qui s'intéresse aussi à l'histoire des sciences, à la philosophie des sciences, c'est intéressant de se dire pourquoi la psychiatrie fait des listes infinies de troubles sexuels dans lesquels il n'y a pas le désir de violer. Alors que Dominique Pellicot, il y a ce moment dans le procès où il écrit à un autre homme et il lui dit « T'es comme moi, tu aimes le mode viol ». Bon, on pourrait considérer que aimer le mode viol, c'est déjà une forme de perversion sexuelle. Mais c'est comme si, historiquement, la psychiatrie, la psychanalyse considérait que aimer le mode viol, c'est juste être un homme. Et moi, c'est ça que j'essaye d'interroger dans le livre, c'est le fait qu'au fond, on a un problème entre, d'un côté, le fait que la loi dit le viol c'est interdit, c'est très mal, c'est un problème et tout ça, et tout un ensemble de représentations et d'histoires de la sexualité dans laquelle le viol est un mode normal de la sexualité masculine. Ich glaube, was Sie hier ansprechen, zeigt sich ja tatsächlich auch in der Justiz. Also in der Schweiz ist, glaube ich, die Vergewaltigung in der Ehe erst seit 2004 ein Offizialdelikt. Also was man eigentlich strafrechtlich verfolgen muss. Davor musste man es, in den 90ern konnte man es anzeigen und noch davor hat das sozusagen einfach in die Ehe gehört. Also was Sie da ansprechen, ist etwas, das tatsächlich kulturell sehr lange so mitgetragen wurde. Dass man das Gefühl hatte, die Frau ist in einer Ehe der Besitz des Mannes. Und das hört man dann auch bei gewissen Angeklagten raus, die das Gefühl haben, mir war irgendwie nicht bewusst, dass ich hier was Falsches mache. Der Mann hat ja zugestimmt, dass ich diese Frau vergewaltige. Oui, alors bon, pardon, je sais qu'on est à la télévision suisse, mais la Suisse est quand même particulièrement en retard sur ces questions-là. Donc 2004, c'est très très tard. La plupart des pays, c'est plutôt dans les années 80. Mais effectivement, et c'est ce que je dis dans le livre, il faut imaginer que Gisèle et Dominique Pellicot, ils ont 31 ans au moment où cette loi passe en France. Donc, et ils sont ensemble depuis qu'ils ont 18 ans. Donc ça fait déjà 14 ans, même sur le plan juridique, pendant 14 ans de leur mariage, il avait le droit de la violer. Il faut penser à ça. Il faut penser aussi à la rapidité de ces évolutions où nous, aujourd'hui, on considère que, enfin, en tout cas, je pense, vous et moi, que c'est évident que, je ne sais pas si vous êtes mariés, mais moi, je suis mariée. Mon mari, il n'a pas le droit de décider qu'il couche avec moi, que je le veuille ou non. Mais c'est très nouveau, au fond. Je me souviens, au moment du début de l'affaire MeToo, une femme de ma famille qui m'avait dit... Bon, mais c'est un peu n'importe quoi, là. Ça veut dire maintenant qu'on dit même que tous ces mecs-là qui nous ont enfermés dans des chambres en disant « tu sortiras pas sans avoir couché avec moi », maintenant, c'est du viol. Et j'étais un peu là... Oui, bah en fait, oui.
Mais donc ça montre comme les choses ont changé. C'est-à-dire que pour cette femme qui me racontait ça, ça lui était arrivé 5, 6, 7 fois d'être dans des fêtes, de se retrouver enfermée, de devoir, comme on disait à l'époque, passer à la casserole pour pouvoir sortir de la pièce. C'était une chose qui arrivait. Et même moi, j'ai vécu des histoires de fêtes de village où plusieurs hommes vont coucher avec la même fille qui est à moitié ivre-morte. On a su ces histoires-là pendant très longtemps, et donc ça structure aussi la façon dont nos imaginaires fonctionnent, dont on pense que des choses sont choquantes ou pas. Mais je crois que les accusés, ils ne croient pas sérieusement qu'ils ont eu le consentement. Enfin, je sais. Genau, es ist natürlich auch eine Verteidigungsstrategie, die man vor Gericht wahrscheinlich auch verwendet, um nicht verurteilt zu werden. Aber vielleicht ein Aspekt, den ich einbringen möchte. Hannah Arendt sie war beim Prozess um Eichmann in Jerusalem dabei, hat für den New Yorker darüber geschrieben. Später dieses Buch hier, das war 1961. Eichmann war dafür verantwortlich, dass die Jüdinnen und Juden aus Europa in die Konzentrationslager kommen, hat das logistisch organisiert. Sie hat erwartet, dass sie vor Gericht ein absolutes Monstrum vorfindet. Was sie aber gefunden hat, ist, wie sie das sagt, ein Hanswurst, ein Bürokrat, jemand, der nicht gedacht hat, nicht nachgedacht hat. Und das nennt sie dann die Banalität des Bösen. Nun möchte ich natürlich nicht einen Vergleich zwischen Nazi-Deutschland und dem NS zu diesem Prozess herstellen. Gleichzeitig aber ist es so, dass Sie etwas Ähnliches erlebt haben, dass Sie dort auch absolute Ordinarität an Tätern gesehen haben. Oui, il y a plusieurs choses en fait en commun, même si c'est pas comparable. Mais évidemment, moi, je me suis posé la question de ce qu'il y avait en commun, parce que je savais qu'on allait me dire « Ah, une philosophe qui va à un procès, c'est comme Hannah Arendt », et qu'en plus, en français, il y a cette homophonie entre la banalité du mal et le mal au sens de Männlichkeit. Et donc, tout le monde faisait un peu le jeu de mots « Ah oui, Mazan, c'est la banalité du mal, M-A-L-E ». Accent circonflexe, L-E. Mais il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes. La première, c'est que le procès d'Eichmann à Jérusalem, enfin le livre de Arendt, c'est aussi le récit du fait que le procès pénal ne peut pas faire ce qu'on veut qu'il fasse. C'est-à-dire que ce qu'on espère au procès d'Eichmann, c'est de faire le procès du nazisme. Mais un procès pénal ne peut être que le procès d'une seule personne, d'un seul cas, d'une seule liste de faits, etc. Et il se passe un peu la même chose à Mazan, c'est qu'au fond, des gens ont dit c'est le procès du viol, c'est le procès de la culture du viol, etc. Mais non, ça ne peut être et ça ne doit être que le procès de ces hommes-là, de ces faits-là. On peut pas c'est qu'en dehors du tribunal qu'on peut en faire un procès de société. Parce que c'est pas comme ça que marche le droit pénal. C'est important. Et je veux dire, à cet égard, le droit, la façon dont le procès a eu lieu à Avignon m'a semblé être très bonne sur le plan des principes du droit pénal. On a vraiment individualisé, regardé la vie de chacun de ces hommes différemment, sans les prendre dans une masse où ils étaient tous pareils, etc. Aber das ist interessant, was Sie sagen, dass es quasi außerhalb des Strafgerichts dann eigentlich die Diskussion stattfinden müsste. Ich verstehe Sie so, dass es eigentlich keine pädagogische Wirkung hat, wenn man so ein Strafgericht mit diesem Fall betraut. Alors, il y a un effet pédagogique au sens où, par exemple, je pense que ces hommes-là, à Mazan, ils étaient certains qu'ils ne seraient jamais arrêtés. Et d'ailleurs, quand ils se font arrêter, ils sont très surpris, ils ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés, etc. Ils sont sûrs qu'ils passeront au travers des mailles du filet, que la police n'en saura jamais rien, etc. Donc je pense qu'il y a un effet pédagogique de dire, en fait, vous pouvez faire ça et aller en prison et vous retrouver devant toute la France, etc. Il y a cet effet pédagogique-là. Mais on ne peut pas... Et ça peut être une base de discussion pour autre chose. Mais l'effet pédagogique du droit, c'est toujours à double tranchant, parce que c'est aussi une façon de laisser au droit quelque chose qui est en fait le travail de la société tout entière. Mais l'autre aspect d'Arendt que je trouvais très intéressant aussi, c'est la façon dont elle est embêtée sur cette monstruosité, parce qu'au fond, ce qui fait d'Eichmann un monstre, c'est aussi
la façon dont il a toute une société derrière lui. Et au fond, Eichmann est un Allemand ordinaire, vraiment allemand dans plein d'aspects de sa personnalité, etc. C'est un homme de son temps. Et là, il y a un truc similaire à Mazan, c'est-à-dire qu'on se dit... c'est aussi les normes de la masculinité à la française, à l'occidentale, les normes de notre société qui ont rendu ça possible. Ils ne sont pas seuls responsables de ce qui s'est passé, au fond. Et évidemment, il y a cet aspect de banalité. Après, justement, j'essaye de vraiment revenir au texte, de voir ce qu'elle entend par banalité du mal, parce que c'est assez technique, mais... Ce qui est frappant chez ces hommes, comme ce qu'elle trouve frappant chez Eichmann, même si beaucoup d'historiens pensent qu'elle a été un peu la dupe de Eichmann, c'est qu'ils n'ont rien à dire de ce qu'il s'est passé. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment terrifiant et qui est vraiment une limite du procès pénal. C'est qu'on comprend qu'ils sont allés en prison, que certains d'entre eux sont sortis, mais qu'ils ont tous au moins fait 1 an et demi ou 2 ans de prison, qu'ils ont eu l'occasion, ils savaient que ce procès arrivait, ils savent qu'en droit français, s'ils reconnaissent les faits, s'ils montrent qu'ils ont réfléchi à ce qui s'était passé, etc., ils iront moins longtemps en prison. Donc ils ont tout intérêt à avoir fait ce chemin. Et pour autant, ils pensent vraiment, honnêtement, que c'est un scandale qu'ils soient là et qu'ils n'ont rien fait de mal. Et ça, c'est... Et au fond, leurs avocats les entretiennent dans cette idée-là, mais on se dit, il n'y a pas de progrès social de ce procès, puisqu'ils sont convaincus que c'est presque une cabale des féministes contre eux. Und das Schlimme ist ja, was das eigentlich auch zeigt, ist, dass Dominique Pellicot als Argument, weshalb das gemacht hat, gesagt hat, ja, wollte eine widerspenstige Frau, wie er sie im Ehealltag offenbar wahrgenommen hat, unterwürfig machen. Und das war für ihn eine Argumentation, ein Grund, sie zu sedieren. Alors, évidemment, pour moi, comme j'ai travaillé sur la soumission féminine, la façon dont il dit « mon objectif était de soumettre une femme insoumise », ça rentre tellement dans mon travail que ça m'a vraiment intéressée. Il me semble qu'un aspect de la soumission féminine, c'est qu'on en attribue souvent la responsabilité aux femmes elles-mêmes. On dit au fond, c'est les femmes qui aiment se soumettre. C'est un discours qu'on entend beaucoup sur les tradwives, de dire regardez, au fond, elles aiment ça, elles trouvent que c'est ça être une vraie femme, c'est leur nature, etc. Et que c'est pas de la faute des hommes, au fond, si les femmes sont soumises, c'est pas de la faute des hommes si les femmes font tout à la maison. Vous savez, tout ce discours de dire c'est elle qui veut que les chemises soient bien repassées, que la maison soit bien rangée. Moi, mes normes de ménage sont plus laxistes, etc. C'est elle, au fond, qui veut. Et ce qu'on comprend avec l'histoire de Dominique Pellicot, c'est que il vit avec Gisèle pendant très longtemps, il l'aime très fort, parce que c'est assez important. Je pense qu'il aime vraiment Gisèle Pellicot, que ce n'est pas contradictoire avec ce qui s'est passé, ce qui pose problème sur ce que c'est que l'amour dans ce sens-là. Mais je crois qu'il aime vraiment Gisèle Pellicot, et qu'à un moment, elle prend sa retraite, ils partent vivre dans le sud de la France, et il se passe 2 choses. Premièrement, à cause de leur déménagement, elle est amenée à aller en région parisienne pendant les vacances pour s'occuper de leurs petits-enfants, ce qu'elle faisait avant, mais sans avoir à le laisser tout seul, puisqu'ils n'habitaient pas loin. Et donc, il a l'impression qu'elle l'abandonne un peu. Et elle lui dit par ailleurs, écoute, moi, je sais que tu as des fantasmes sexuels, mais elle parle de choses vraiment banales, du type, je sais que tu aimes bien la lingerie affriolante et tout, mais moi... c'est vraiment pas mon truc et maintenant j'ai plus envie de faire des trucs juste pour te faire plaisir. Donc elle l'autorise, elle lui dit si tu as vraiment besoin de ça, tu peux aller voir ailleurs, mais moi c'est fini, je fais plus ces trucs-là. Et la coïncidence de ces 2 choses-là, donc de 2 moments au fond où elle affirme sa liberté face à Dominique Pellicot, c'est vraiment quelques jours plus tard qu'il trouve cet infirmier qui lui explique comment endormir sa femme pour pouvoir la violer, comment la droguer. Donc on comprend au fond quelque chose de l'ordre de si les femmes se soumettent, c'est aussi parce qu'elles savent que si elles ne se soumettent pas, elles seront soumises par les hommes. Genau.
C'est un peu, ça a l'air un peu de... Alors, je sais que par moments, j'ai l'air d'une conspirationniste, si vous voulez, de les hommes sont derrière nous pour nous... Je ne pense pas ça, mais je pense que vraiment, les hommes sont élevés avec l'idée qu'ils ont droit à un certain nombre de choses, et notamment à des services sexuels, et que si on ne les leur donne pas volontairement, eh bien, ils les prendront. Lassen Sie uns doch genau hier ganz kurz dem US-amerikanischen Pädagogen Jackson Katz zuhören, der nämlich auch sagt, dass es gesellschaftliche Normen der Männlichkeit gibt, die genau das begünstigen, was Sie sagen. What is going on with men? And then what is the role of the various institutions in our society that are helping to produce abusive men at pandemic rates? Because this isn't about individual perpetrators. That's a naive way to understanding what is a much deeper and more systematic social problem. You know, the perpetrators aren't these, monsters who crawl out of the swamp and come into town and do their nasty business and then retreat into the darkness. That's a very naive notion, right? Perpetrators are much more normal than that and everyday than that. So the question is, what are we doing here in our society and in the world? What are the roles of the various institutions in helping to produce abusive men? What's the role of religious belief systems, the sports culture, the pornography culture, the family structure, economics and how that intersects, and race and ethnicity and how that intersects? How does all this work? And then once we start making those kind of connections and asking those important and big questions, then we can talk about how can we be transformative? In other words, how can we do something differently? How can we change the practices? How can we change the socialization of boys and the definitions of manhood that lead to these current outcomes? These are the kind of questions that we need to be asking and the kind of work that we need to be doing, but if we're endlessly focused on what women are doing and thinking in relationships or elsewhere, we're not going to get to that piece. Now, I understand that a lot of women who have been trying to speak out about these issues today and yesterday and for years and years often get shouted down for their efforts. They get called nasty names like male basher and man hater and the disgusting and offensive feminazi, right? And you know what all this is about? It's called kill the messenger. It's because the women who are standing up and speaking out for themselves and for other women, as well as for men and boys, it's a statement to them to sit down and shut up. Keep the current system in place because we don't like it when people rock the boat. We don't like it when people challenge our power. You better sit down and shut up, basically. Ja. Haben Sie das? Sie haben genickt, während er gesprochen hat. Haben Sie das auch schon erlebt, so wie er es jetzt beschrieben hat? Oui, bien sûr, mais surtout, je vous sais gré d'avoir montré un homme qui dit ça parce que, évidemment, immédiatement, les gens ont moins un réflexe défensif, en fait, quand c'est des hommes qui disent ça, quand c'est des hommes qui disent « c'est nous ». Et donc, ce « nous-là » est moins... nous rend moins paranoïaques et vexés que quand on dit « c'est eux ». Et donc, moi, c'est vrai que j'ai l'impression, par moments, de crier dans le désert et que toutes les femmes avant moi, toutes les féministes avant moi crient dans le désert. Et parfois, un homme arrive et dit ce qu'on a dit depuis des décennies et là, c'est entendable. Mais c'est sûr que moi, je reçois énormément de haine. Il s'est passé ce truc assez drôle. Donc, mon livre est sorti en allemand et j'ai fait cette interview où je dis plein de choses, c'est une très longue interview, mais où je dis notamment qu'il y a une continuité entre les hommes qui ne font pas la lessive et les hommes qui ont violé Gisèle Pelicot. Là, tout à coup, donc, je sais pas, il y a des Querdenker et des hommes de l'AfD, etc., qui ont posté ça sur les réseaux en disant « Et vous vous rendez compte, elle est professeure et tout », et donc en demandant qu'on me renvoie, Alors que, en fait, je ne dis pas du tout un truc nouveau, ni un truc scandaleux. Mais alors, voilà, je sais que ça... Non, mais, donc je vais expliquer parce que dans l'interview, en fait, j'explique. Et au fond, ce journal, ils ont juste sorti cette citation-là parce que c'est une façon de faire du clic. On sait aussi comment ça marche. Das war bei Krautreporter, muss man sagen. Ja. Qui pourtant n'est pas trop un clickbait tabloïd, Nein. mais bon. Au fond, premièrement, évidemment qu'il y a des couples où on se répartit les rôles. Donc, où un fait la vaisselle, l'autre fait à manger, un fait la lessive et tout ça. Donc, dans ces cas-là, ça peut arriver qu'on ne fasse pas la lessive parce qu'on a réparti les rôles de cette manière. Mais ce dont je parle quand je dis les hommes qui ne font pas la lessive, c'est que je veux dire les hommes qui considèrent
au fond, que c'est normal qu'il y ait du linge propre dans leur tiroir tous les jours, toutes les semaines, etc., qui considèrent que c'est normal, au fond, que les femmes avec qui ils vivent les servent. Parce que c'est de ça dont il s'agit dans le fait de ne pas faire la lessive. C'est de considérer que c'est normal que quelqu'un d'autre que nous s'occupe de nous au quotidien. Das verstehe ich, aber ich verstehe nicht, wie Sie daraus zum Argument kommen können, dass es ein Kontinuum gibt zwischen den beiden, weil es ja bedeuten würde, dass es sozusagen ohne große Brüche dahin kommt. Und selbstverständlich gibt es gleichberechtigte Beziehungen, die auch eine klassische Rollenteilung leben. Und wenn man das ja nicht irgendwie statistisch oder mit irgendwelchen Studien unterlegen kann, ist es zuerst mal eine ganz steile Behauptung, die tatsächlich ja auch hier im Grunde genommen die Männer in Sittenhaft nehmen. Non, parce qu'au fond, ce dont il est question, c'est de dire un des aspects de la masculinité, c'est de considérer qu'il est normal d'être servi par des femmes. Et que ce service peut être un service de l'ordre de tâches domestiques, de l'ordre d'élever les enfants, mais aussi de l'ordre de services sexuels, que ça va ensemble en fait. De considérer que nos désirs, nos plaisirs et nos besoins doivent être remplis par la personne avec qui on vit. Et que, au fond, c'est ce que pense Dominique Pellicot quand elle lui dit je ne vais plus te soulager sexuellement de tes fantasmes, donc fais autrement. Et qui dit mais c'est ma femme, comment ça elle va plus, du coup je vais la médiquer. Au fond, c'est le même type de raisonnement sur ce que les femmes nous doivent qui est à l'œuvre dans tous ces trucs-là. Mais surtout, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'évidemment, les hommes que cette phrase a rendu dingue et qui m'ont écrit plein de mails, m'écrivent des mails en disant « Je n'ai jamais fait la lessive de ma vie et je ne suis pas comme ces hommes de Mazan, espèce de connasse et tout ça. » Et donc, en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que par la façon dont ils écrivent, au fond, ils disent quelque chose de la violence masculine. Ils disent « Je suis un homme complètement normal qui n'a jamais fait la lessive. Espèce de connasse, si je te voyais, je te taperais. » et tout ça. Et donc, en fait, ils disent exactement cette continuité-là du droit à avoir cette lessive et du droit à ce que ce droit ne soit pas contesté jamais. Parce que, au fond, si on se pose la question, personne n'aime faire la lessive. Personne n'aime laver les toilettes, personne n'aime Aber es muss halt aufgeteilt werden, genau. Ich möchte etwas nur noch ganz kurz zur Vollständigkeit oder vollständigkeitshalber sagen und dann da weitergehen. Natürlich gab es auch die Diskussion darüber, dass einige dieser Täter auch in ihrer Kindheit schon Opfer von sexueller Gewalt wurden. Das besprechen Sie im Buch. Wir können darauf momentan jetzt nicht weiter eingehen. Das ist alles viel komplexer, als wir hier darlegen können. Aber was Sie ja sagen, das sagen auch Männerpsychologen, wie zum Beispiel Markus Dohnert, der von einer krisenhaften Männlichkeit spricht und darüber, dass wir sie neu besetzen müssen. Schauen wir kurz, was er dazu zu sagen hat. Männlichkeit ist per se krisenhaft. Das ist keine Neuentwicklung. Männlichkeit ist etwas, was wir herstellen, indem wir uns auf Männlichkeitsanforderungen beziehen. Diese Männlichkeitsanforderungen, die sind gesellschaftlich, kulturell geprägt. Es ist eine Illusion zu glauben, dass es irgend so etwas wie eine eigentliche, urtümliche, richtige Männlichkeit gäbe, die über alle Epochen und Kulturen hinweg stabil wäre. Das ist eine sehr verheißungsvolle Aussicht für ganz viele, dass es so etwas gäbe. Wir müssen Abschied nehmen von dieser Illusion, dass es Männlichkeit als etwas Tatsächliches gibt und müssen uns anfreunden mit der unbequemen Tatsache, dass wir Männlichkeit permanent herstellen und deswegen Männlichkeit so, aber auch ganz anders, nämlich friedlich und konstruktiv füllen könnten. Also wenn wir jetzt so in der Schlussrunde über Lösungen sprechen möchten und er von friedlich und konstruktiv füllen spricht, was wäre denn ein Anfang dafür? Je pense, alors je dis dans ce livre, je suis pas très constructive pour être tout à fait honnête, c'est-à-dire que c'est quand même un livre d'abord de colère et un livre que je conçois comme un livre d'appel, en fait, de dire mais faites quelque chose. Parce que, effectivement, je pense qu'il y a plein d'endroits où les choses peuvent changer, peuvent s'améliorer, etc. Mais on a besoin que les hommes s'investissent. Et donc, voilà, mais
il faut que les hommes construisent des nouveaux types de masculinité. Il faut que ce soit des hommes qui disent à d'autres hommes « Non, en fait, cette masculinité-là, on n'en veut plus, c'est plus la masculinité qu'on espère, etc. » Or, et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe au fond, parce qu'il y a plein de gens qui parlent d'un backlash féministe, et je veux dire, quand on regarde les journaux, on est tenté vraiment de penser qu'il y a un backlash contre le féminisme. Mais en fait, moi, je pense, et c'est un des endroits où je suis bizarrement optimiste, que ce qui se passe, c'est plutôt une clarification des positions, qui est que jusqu'à il y a 20 ans, le féminisme ou l'égalité des sexes n'était pas un sujet politique suffisamment important pour être polarisant. Et que depuis MeToo en particulier, c'est devenu un sujet de polarisation. C'est devenu un des aspects de la division droite-gauche, etc. Et donc, on a des hommes depuis Andrew Tate et Jordan Peterson à Marcus Söder qui utilisent la rhétorique masculiniste pour faire venir les hommes vers la droite. Mais on a aussi beaucoup d'hommes qui vont dans la direction de l'égalité des sexes. Donc, plutôt qu'un backlash, j'ai l'impression qu'il y a vraiment juste une division entre c'est devenu un sujet, est-ce qu'on est d'accord ou non pour perdre nos privilèges. Das ist total spannend, dass Sie sagen, aber der Hauptaufgabepunkt sozusagen liegt bei den Männern, darüber neu zu denken, das für sich neu zu füllen. Und dann gibt es aber auch Philosophinnen, wie zum Beispiel die deutsche Svenja Flasspöhler, die sagt, naja, aber es liegt auch in der Selbstverantwortung der Frau, gerade wenn Sie MeToo ansprechen. Hören wir ihr auch noch ganz kurz zu. Das Problem ist, dass MeToo alles vom Staat und von den Männern erwartet, aber nichts von den Frauen. Das heißt, es wird nicht gesehen, inwiefern die Frauen ein bestimmtes patriarchales Denken stützen. Und zwar genau dadurch, dass sie sexuell passiv bleiben in bestimmten Situationen, dass sie letztlich und das würde ich klar sagen, eine kulturell anerzogene Gefälligkeit reproduzieren. Ja? So, man will den Mann ja nicht enttäuschen, man will ihn vielleicht auch nicht verletzen. Ich würde nie behaupten, dass wir das Patriarchat sozusagen imaginär schon also in den Fantasien, in dem, was sich eingekörpert hat, in unser Verhalten, in unser Denken, dass wir das insofern schon überwunden haben. Wir sind natürlich immer noch tief drin. Wir tragen dieses Erbe immer noch in uns. Ja, was sagen Sie dazu? Bon, je viens d'avoir une discussion avec Svenja Flasspöhler sur ces questions-là, mais je veux dire, c'est quoi l'idée de dire que Gisèle Pelicot, elle aurait dû résister à l'anesthésie? Naja, das ist wahrscheinlich der Spezialfall. Sie spricht ja über MeToo. Oui, mais au fond, c'est quand même un peu ça la question. C'est que si on dit, voilà, c'est aux femmes de se rebeller, etc., mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si votre mari vous tue, si votre mari vous tape, enfin... Moi aussi, je pense que ce serait bien qu'on arrive toutes à se défendre, qu'on fasse toutes des arts martiaux qui font qu'on a confiance dans notre corps et dans notre droit d'être dans le monde, etc. Mais il y a un moment où ça me paraît étrange de dire que c'est la responsabilité des femmes. Et pour donner très brièvement un exemple que je trouve très parlant, moi, à chaque fois que je fais des rencontres en librairie, etc., on me dit « Mais enfin, ces hommes, ils ont été élevés par des femmes ». Or, récemment, j'ai lu une étude que je trouvais très intéressante qui disait la chose qui prédit le mieux les représentations de genre des enfants sont ce que les enfants voient leur père faire dans la maison. Pas le fait que leur père joue avec eux et tout, mais si leur père fait la vaisselle, fait à manger, etc., que c'est ça qui impacte le plus leur représentation sur l'égalité de genre. Et donc, en fait, en n'étant pas là, les pères, ils éduquent leurs enfants à créer un monde sexiste, etc., en traitant mal leurs femmes, en considérant que les services que rend leur femme leur sont dus, etc. Et donc, on voit que même quand on dit « mais ils y sont pour rien, les pères, puisqu'ils n'étaient pas là », en fait, le fait de ne pas être là est une façon d'éduquer les enfants. Et donc, moi, j'ai l'impression que le discours féministe et la prise de conscience féministe par les femmes, etc., est telle que les femmes ont fait vraiment beaucoup de ce qu'elles peuvent faire pour que le monde change. Et qu'on a besoin que les hommes nous rejoignent. Ich verstehe diesen Punkt. Ich möchte noch ganz kurz, wir sind wirklich fast am Ende des Gesprächs, aber ein Aspekt ist doch, den man auch einwenden könnte. Naja, aber unsere Begierde sagt uns doch, Unterwerfung ist toll, Dominanz ist toll. Das würden gewisse Männer sagen. Weshalb sollte man das verändern? Was ist daran falsch? Und sie sagen dann, naja, wir müssen beginnen, Gleichberechtigung zu erotisieren. Aber wie machen wir das? Wie kann man die eigenen Begierden, die Bedürfnisse in diesem Sinne, die sexuellen,
verändern? Oui, je pense que ça prend beaucoup de temps, mais je pense que ça change. Et quand je vois, par exemple, mes étudiantes qui ont grandi avec, je ne sais pas, Sex Education plutôt que auf Netflix, que les James Bond et les Indiana Jones avec lesquels j'ai grandi, eh bien, ils ont d'autres représentations de ce que le sexe est, de ce que le désir est, de ce qui est possible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la nouvelle offre culturelle sur ces questions-là qui ouvre le désir vers l'érotisation de l'égalité, vers l'érotisation de faire l'amour ensemble au lieu de faire du sexe à quelqu'un ou d'être un objet sexuel, mais plutôt d'avoir une relation sexuelle véritablement. Je ne suis pas très lacanienne, mais... Vielleicht wirklich ganz kurz, was also würden Sie jungen Frauen und Männern mitgeben, die diese Sendung schauen? Intéressez-vous au patriarcat et luttez contre lui, même dans les aspects les plus minimes de votre existence. Cessez de donner des excuses, de fournir des excuses aux hommes autour de vous qui se comportent d'une manière qui vous semble inadéquate. Vielen herzlichen Dank, Manon Garcia, für dieses Merci Gespräch. pour votre invitation. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr von uns gibt es hier drüben, zum Beispiel eine Sendung zum Mannsein heute und eine mit der Schriftstellerin Helene Bracht darüber, wie man nach einem Missbrauch weiterlebt und weiterliebt. Bis demnächst.